Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour Yann Gonzalez. Bonjour. Bienvenue sur Radio Arson. Vous êtes un réalisateur français né en 1977 à Nice et vous êtes venu ce matin à la Villa Arson pour une rencontre avec les étudiants. En collaboration avec l'association Les Ouvreurs, la Cinémathèque de Nice propose du 6 au 15 avril une rétrospective de vos films pour la 15e édition du festival du film Queer In and Out. Vous avez réalisé une petite dizaine de courts-métrages dont Les Îles, qui remporte la Queer Palm en 2017, ainsi que 2 longs-métrages, Les Rencontres d'après-minuit présentés à la Semaine de la Critique en 2013, puis Un couteau dans le cœur qui fut en compétition officielle du Festival de Cannes en 2018. Nous sommes enchantés aujourd'hui de vous accueillir. Je suis d'ailleurs avec une étudiante, Victoria, qui va m'épauler dans l'interview, qui est quand même une interview assez fin de semaine, assez détente. J'espère que... Ça me va, c'est parfait. Ouais. Donc, je propose aujourd'hui un podcast avec les DVD de la bibliothèque. Donc, on a un fonds à la bibliothèque assez restreint de DVD. Donc, j'ai fait avec les contraintes du fonds. Enfin, restreint mais exigeant quand même. Hein, quand je vois les titres des films que vous avez ramenés. J'ai fait 5 piles. Mm-hmm. La première, c'est les films de Brian De Palma. Mm-hmm. Personnellement, j'en connais très peu dans cette pile. Je connais les plus connus de Brian De Palma, comme Phantom of the Paradise. Ouais. Mais alors là, il y a... alors, il faut quand même décrire je vais dire. Alors, il y a Hi Mom, qui est un de ses tout premiers films, comme Greetings. Je pense que c'est ses 2e et 3e films, ou 3e et 4e, quelque chose comme ça. Et après, il y en a 3 ou 4 plus connus, qui sont Obsession, Sœur de sang, Fury et Outrage, qui est un film peut-être un peu plus classique, que j'aime beaucoup, avec, il me semble, une très très belle BO de Morricone. Oui, c'est ça. Et après, peut-être un de mes films préférés de De Palma. Je vais peut-être m'attarder sur celui-ci qui est Obsession, qui est une espèce de variation autour de Vertigo d'Alfred Hitchcock, avec Geneviève Bujold et Cliff Robertson, qui est un mélo un mélo amoureux, un homme qui perd sa femme et sa fille qui sont kidnappés et qui finissent par disparaître dans un incident terrible, et qui, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, retrouve une jeune femme en Italie qui ressemble trait pour trait à sa femme défunte. C'est un film ultra lyrique avec je pense, un des plus beaux scores de toute l'histoire du cinéma, signé Bernard Herrmann. C'est un film vraiment qui repose sur les émotions, sur le sentiment, je dirais exacerbé, vraiment comme dans un mélo. Et notamment l'interprétation que je trouve stupéfiante et qui, à mon avis, n'a pas été assez célébrée jusqu'ici, de Geneviève Bujold, qui joue à la fois la femme, la fille, la mystérieuse inconnue, qui, sur un registre inouï, passe par tous les âges de la vie, en fait. C'est absolument magnifique et peut-être une des plus belles fins de toute l'histoire du cinéma. Voilà, que je ne vais pas révéler, mais qui est un moment de lyrisme et d'émotion vraiment dingue. Et j'ai lu récemment une biographie du monteur de Brian De Palma, Paul Hirsch. C'est pas une biographie passionnante, mais il y a beaucoup d'anecdotes. Et il y a un moment très beau où il parle de la relation entre De Palma et Bernard Herrmann, le compositeur, qui était le compositeur attitré d'Hitchcock, la plupart des grands films d'Hitchcock. Qui avant de mourir a signé les BO. Ses toutes dernières BO, c'est Obsession et Taxi Driver. Taxi Driver est sorti quelques semaines après la mort de Bernard Herrmann. Et pour la BO d'Obsession, il raconte, en tout cas dans le livre de Paul Hirsch, Paul Hirsch raconte que Bernard Herrmann avait dit à Geneviève Bujold, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu par le score, par la BO du film.
en composant le score, j'ai eu l'impression de faire l'amour avec vous. Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Je pense que voilà, c'était un vieux monsieur qui a été subjugué par la beauté et par la force d'interprétation de Geneviève Ujold. Et on sent que finalement, cette BO, c'est aussi un hymne à cette actrice. Vraiment, c'est magnifique. Si on reste sur De Palma, moi je trouve que, par exemple, dans l'exercice du clip et le dernier que vous avez fait pour M83, je trouve qu'il y a des petits clins d'œil, non, peut-être Phantom of Paradise ou... Oui, il y a quelque chose de cet endroit-là. Ouais. Alors parfois c'est des clins d'œil inconscients, mais là sur le plateau, je me suis dit que c'était très très Phantom of the Paradise. Ouais. Effectivement, il y a une espèce de monstre qui joue, une espèce de synthétiseur qui en même temps commande les actions, dirige les actions des personnages. Tout ça en split screen, qui est quand même le motif préféré de Brian De Palma, le motif formel préféré de Brian De Palma. Et oui, ce personnage de monstre, il est très très proche de Winslow Leach, le héros de Phantom of the Paradise. Notamment aussi je crois qu'il y a une espèce de travelling circulaire à un moment donné qui est assez proche d'un moment très iconique où le fantôme du paradis interprète un morceau pour la femme qu'il aime. Là encore, on est vraiment du côté du sentiment. Et je crois que Phantom of the Paradise, c'est peut-être le premier De Palma que j'ai vu. Donc évidemment, un de ceux qui me... Et aussi plus cher à mon cœur. le masque qui revient aussi dans votre court-métrage Les Îles, par exemple. Enfin, il y a beaucoup... J'ai l'impression que c'est un oui, thème le récurrent. masque, les monstres, qui se cache derrière le masque, quels sont les sentiments qui se cachent derrière les monstres. Ouais, tout ça m'intéresse beaucoup et effectivement, probablement né de mes visionnages intensifs de films de Palma, et Cronenberg et Lynch et compagnie, quoi. Est-ce que De Palma, c'était vraiment un réalisateur important pour vous? Parce que c'est quand même un réalisateur de votre génération, j'ai l'impression, quand même. De Palma, des années 80-90, non? Ouais, après de ma génération. Mais qui a vraiment beaucoup impressionné cette génération, je trouve. Oui. Après, je pense qu'il impressionne toujours beaucoup parce que ses films traversent les âges. Et même sur le plan technique, sur les plans, le split screen là, dont vous parliez, est-ce que... On parlait tout à l'heure, là, j'ai fait une rencontre avec les étudiants et étudiantes et on parlait beaucoup de ce qui me manque aujourd'hui dans le cinéma plus commercial. C'est un mélange entre des influences un peu expérimentales, formalistes et une narration plus classique. Et je trouve que De Palma réussissait ça à merveille, injecter vraiment des morceaux de bravoure quasi expérimentaux. Je pense à Body Double, par exemple, avec une scène d'étreinte inouïe. Pareil, on travaille une circulaire sur fond de rétroprojection. Voilà, c'est des choses complètement hybrides qu'on voit plus du tout aujourd'hui dans le cinéma mainstream et qui me manquent, quoi. Je crois que c'était vraiment un inventeur de tous les instants. C'est toujours, même si aujourd'hui, voilà, il fait moins de films et il a 80 ans passés, et que ses derniers films sont un peu moins forts, même si j'aime beaucoup Passion, qui est un de ses derniers films. C'est quelqu'un qui a inventé en permanence. Chaque film était un réservoir de trouvailles, d'expérimentation, de formalisme, mais aussi, pour moi, de sentiments. Je pense que De Palma était quelqu'un d'assez froid dans la vie, d'assez... une espèce de vieux grincheux d'après les gens qui l'ont rencontré, et le cinéma est le lieu où tous ces sentiments se déploient, et ça pour moi c'est très inspirant. On va passer à la deuxième pile et on va rester sur le côté esthétique de Palma finalement. Je vous ai fait une pile avec des réalisateurs qui, d'une manière, qui ont révolutionné le côté pictural. Mm-hmm. Donc, il y a Kubrick, je vous laisse les présenter. Alors, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. J'ai mis un petit Mandico, les films de Mandico. Un peu plus contemporaines.
aussi du côté du contemporain, Nicolas Winding Refn, The Neon Demon, Rolling Motors de Leos Carax, oui, Peter Greenaway, Meurtre dans un jardin anglais, qui est un des rares films de Greenaway que je n'ai pas vu, et Eraserhead de David Lynch. Dans cette pile, on pourra en choisir un, peut-être. Alors, on va en choisir deux. Je vais choisir un... Et pas les copains. Alors il fallait pas mettre Mandico, mais... mais oui, pas de favoritisme. Pour moi, Mandico, c'est vraiment un frère de cinéma. On se voit pas si souvent, mais on a tellement de choses en commun, et moi je suis vraiment très très admiratif déjà de son côté prolixe. C'est quelqu'un qui filme en permanence, qui fait feu de tout bois, et voilà, moi je suis très très admiratif de ça. J'ai malheureusement pas sa facilité d'écriture, et voilà, il fait au moins 2 ou 3 films courts, longs, moyens par an. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Et puis, c'est un vrai artisan du cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui met la main à la pâte sur les décors, sur les costumes. Voilà, j'aimerais bien être aussi artisan que lui. Et c'est quelqu'un qui, comme moi, aime immensément les acteurs et les actrices. Et je trouve que ça se sent dans son cinéma. On n'en parle pas assez. Il y a une vraie passion des visages, des expressions, des silhouettes, de tout ce qu'un acteur peut apporter, presque d'un point de vue, je dirais, expressionniste au cinéma, quoi. Donc c'est des performances outrées, baroques, magnifiques. Et en même temps, il y a aussi, notamment dans Ultra Pulp, qui est peut-être mon film préféré de lui, quelque chose qui remonte à l'enfance et qui est assez intime au final. Je me souviens d'un monologue de Vima Laponce sur le rapport au cinéma dans Ultra Pulp. Je crois qu'elle est derrière une caméra à ce moment-là, et elle parle du tabou du cinéma, de la pulsion du cinéma, et c'est peut-être ce que Bertrand a écrit de plus beau. Je trouve que c'est un moment d'émotion intense dans son cinéma. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, et je trouve que c'est toujours inspirant, voilà, de voir un film de Mandico. Parce que là aussi, on parlait de l'inventivité permanente de Palma, et il y a ça aussi chez Bertrand, de manière très très différente. Bertrand, c'est vraiment quelqu'un qui déploie un univers à lui tout seul, une espèce de constellation de planètes, en fait, de planètes à la fois différentes et semblables, où on aime à se perdre et voyager. C'est vraiment c'est un cinéma assez exemplaire et jouissif aujourd'hui, et ça fait du bien, parce que c'est vraiment de la forme et du plaisir en permanence. Et après... le choix est dur. Hein. Et après, le choix est dur. Évidemment, il y a Lynch, mais on en parle beaucoup de Lynch. Cimino, donc on fait avec les DVD de la bibliothèque. Ouais. J'aurais bien aimé... Cimino, c'est un peu lointain, donc je ne suis pas sûr de savoir beaucoup en parler. J'ai vu Voyage au bout de l'enfer, j'étais enfant, donc ça m'a marqué. C'est la première partie qui est très esthétisante, je trouvais. Mais je m'en souviens très peu, et je me souviens de toute cette partie de roulette russe. Kubrick, c'est un peu... Bon. C'est moins mon truc. Peut-être ça, non? Peut-être parler de Greenaway, parce que aussi j'ai découvert... J'étais un gros fan de Greenaway quand j'étais adolescent, et notamment Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, que j'ai découvert, il me semble, en vidéo, puis redécouvert à la Cinémathèque de Nice. C'est un film qui m'a marqué, parce que c'est là aussi, de par son esthétique baroque, outrancière, son goût du texte, du décor, du costume. Je crois que les costumes du film étaient signés Jean-Paul Gaultier, avec des décors hallucinés, très axé sur le chromatisme, en fait, avec des décors très rouges, très blancs. Alors, c'est un cinéma très adolescent, je ne sais pas comment ça vieillit, j'en ai pas revu beaucoup ces dernières années, mais je sais que c'est un cinéma qui revient à la mode aujourd'hui chez les jeunes générations. Je connais beaucoup de gens de 20 ans qui adorent Greenaway,
Et je trouve que c'est un cinéaste qu'on a un tout petit peu oublié aujourd'hui, même si ses films ressortent en Blu-ray, et il y a vraiment des paris un peu fous de cinéma qui ont été faits par Greenaway, et que c'est un cinéma parfois un peu trop cérébral, mais avec des moments de grâce, et là aussi, la musique, très très importante. On connaît tous les scores de Michael Nyman pour son cinéma. Mais je me souviens aussi de très très belles scènes plus sentimentales dans Drowning by Numbers, ou dans Le Cuisinier, le voleur et sa femme et son amant, avec le personnage d'Hélène Mirren. C'est vraiment un très très beau personnage féminin, et vraiment tout le film est vu à travers son prisme, de son point de vue. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que Greenaway est un cinéaste féministe, parce qu'il fait aussi beaucoup de mal à ses personnages. C'est un cinéaste assez cruel. Mais au final, c'est un film où le personnage féminin ressort victorieux. C'est un personnage vengeur, c'est un personnage révolté. Et c'est un personnage que j'ai trouvé très très marquant dans la filmographie de Greenaway. Et peut-être un des plus beaux rôles, si ce n'est le plus beau rôle de Helen Mirren. On arrive à la troisième pile, où j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors des contemporains, peut-être des copains, je ne sais pas, qui interrogent le genre, la sexualité. Il y a Joao Pedro Rodriguez qu'on a reçu sur Radio Arson, qui était là cette année à la Villa, invité par Calouste, en Dalian, qui est parmi nous d'ailleurs, en ce moment. Il y a Petite fille de Sébastien Lifshitz, dont je fais la promo continuelle avec Adolescentes à la bibliothèque. J'essaye de les faire sortir en rotation totale. Magnifique. Il y a Eastern Boys de Campillo qui a fait aussi 120 battements par minute. Il y a les frères... les sœurs et frères Wachowski. Ouais, à l'époque, ils étaient encore sous Andy et Larry. Et il y a le cinéma de Céline Sciamma qui a fait... Et là, c'est le DVD Tomboy. Mm-hmm. Voilà. Yann Gonzalez, le verdict. Pour le verdict, non, c'est pas un verdict. Moi, je pense qu'il faut parler des films qu'on aime le plus. Donc, voilà. Je vais aller vers le cinéma de Jean Pedro Rodriguez, qui est pour moi une référence absolue. On en parlait tout à l'heure avec Calouste, mais je suis un grand fan de Au Fantasma, de Mourir comme un homme, d'Odette. Et c'est là aussi quelqu'un qui joue en permanence avec... les formats, les narrations, la forme, qui passe en permanence du long au court, au moyen métrage, de la vidéo à la pellicule, du film expérimental, presque conceptuel, à une forme plus narrative, plus classique. Donc pour moi, c'est là aussi un maître en termes d'inventivité. C'est hyper inspirant de découvrir à chaque fois un film de Jean Pedro. Et L'Ornithologue, c'est un de ses derniers films. Je crois que c'est son dernier long métrage de fiction, si je ne m'abuse. Ah ben non, parce qu'il y a eu Feu follet l'année dernière. Et c'est un film... alors, j'aime beaucoup le film, et j'aime en particulier le début, qui est un début presque documentaire, c'est presque un documentaire sur les oiseaux en fait, les 5-10 premières minutes du film. Il me semble que c'est des images tournées en pellicule d'ailleurs, le tout début du film. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réussi et singulier. Tout à coup, à travers des images documentaires, il y a déjà quelque chose qui émane de l'ordre du fantastique, de l'étrangeté, et on sait jamais où on va en fait. Et quand le personnage principal apparaît, le film mute. Et je trouve que les films de Jean Pedro, c'est souvent ça. C'est des films qui subissent ou qui inventent leur propre mutation au fil de la narration. Ça, c'est très très impressionnant, quoi, de voir des films qui mutent en permanence.
On parlait tout à l'heure aussi de rupture de ton, de changement de registre au sein d'un même film. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui réussit très très bien. Comment Odette, par exemple, qui est un film assez méconnu de lui, mais que j'aime beaucoup, passe du mélo au fantastique, comment au Fantasma passe du documentaire au film de pulsion, de fantasmagorie. Voilà, c'est quelqu'un avec un imaginaire très fertile, dont je me suis pas mal inspiré, en fait, notamment sur mes premiers cours. On n'a pas beaucoup d'écart, hein. On a 10-11 ans d'écart, je crois, mais j'ai toujours considéré comme un grand frère et un grand maître. On peut rester 2 secondes sur le documentaire. Est-ce que ça vous titille ou... Ouais, justement, j'ai un projet de documentaire là, donc c'est très très nouveau pour moi. Je commence à travailler sur un film autour d'un cinéaste underground que j'aime énormément, passionnément, qui s'appelle Kurt McDowell, qui est un cinéaste américain qui a fait la plupart de ses films à San Francisco dans les années du début des années 70 jusqu'au mi-temps des années 80, puisqu'il est mort du sida en 1987. Et donc ça, c'est un projet né d'une commande aussi. On m'a proposé de faire un film à San Francisco, un film d'obédience documentaire, et j'ai choisi de travailler autour de Kurt McDowell, voilà, là aussi que je considère un peu comme un frère fantôme, parce que c'est quelqu'un qui a parlé, qui a traité de la sexualité avec une joie, une gourmandise assez unique. Et c'est des films qui donnent envie de faire des films, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont brillants, qui font des films brillants, qui font des films presque parfaits. Bon, je pense à Kubrick, dont tu as sélectionné un des films... 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, qui est vraiment un chef-d'œuvre, bien sûr, absolument. Mais c'est presque des films qui sont tellement parfaits, qui sont tellement sidérants, que finalement, il a quelque chose de l'ordre de la maestria un tout petit peu... C'est trop maîtrisé. C'est trop maîtrisé. Moi, ça me bloque presque, en fait. Alors que dans des films plus foutraques, parfois, plus généreux, je dirais, il y a un désir contagieux de faire des films qui, moi, me touche plus, m'émeut plus. Même si c'est moins articulé, parfois, quoi. Mais je crois que je préfère... en tout cas, si je dois parler avec mon cœur, aller chercher des instants de grâce, de beauté, de folie dans un film imparfait, que admirer en permanence les chefs-d'œuvre d'un maître incontesté comme Kubrick. Même si, voilà, évidemment, quand j'ai découvert Orange Mécanique, 2001 ou Shining, voilà, ça a été des chocs de cinéma qui m'ont marqué. Je dis pas le contraire, mais c'est pas des films sur lesquels j'ai très envie de revenir, parce qu'ils sont déjà presque définitifs, en fait. C'est difficile de trouver sa place au sein de ces films-là. Alors que chez quelqu'un comme Kurt McDowell, par exemple, il y a la place pour le spectateur, il y a de la place pour... il y a une émulation presque qui se fait entre sa grammaire et la mienne. Et ça, c'est beaucoup plus excitant pour un cinéaste. Je vais rester sur cette idée et je vais passer de la pile 3 à la pile 5. Là, ça y est, c'est on a parlé de chaos et voilà. Mais bon, je me disais, Eustache pourrait être aussi quelqu'un qui a beaucoup donné envie à des jeunes cinéastes ou même à des jeunes écrivains de faire du cinéma ou de la littérature. Et j'avais sorti Une sale histoire, le DVD. Et du coup, j'aimerais bien qu'on en parle.
si ça vous dérange pas. Oui, là aussi, c'est un film très, très inspirant parce que c'est un film qui est fait avec 3 fois rien, qui est vraiment bricolé. Donc, je pense que c'est un modèle pour des jeunes gens qui commencent à faire des films. Il suffit de partir d'un concept, d'une idée. C'est un film double. C'est 2 films en un, une seule histoire. Un film d'abord raconté. C'est le même récit raconté par 2 personnes différentes à travers un prisme plus documentaire et un prisme plus fictionné, si je ne m'abuse. On peut le résumer un peu comme ça. Une histoire de voyeurisme. Une seule histoire, c'est quelqu'un qui observe les jeunes femmes dans les toilettes. Les clients d'un bar, d'un café. Les clients d'un bar, les clientes surtout. Les clients, on parle trop de la serrure, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est un film qui, à l'aune d'aujourd'hui, peut être un peu problématique. Et en même temps, je dirais que c'est vraiment un film sur la perversion, mais une perversion ludique, une perversion presque joyeuse et le plaisir de raconter son propre fétichisme, sa propre perversion. Donc pour moi, c'est un peu ça transcende un peu les problématiques qu'un tel film et qu'un tel sujet pourrait rencontrer aujourd'hui. Parce que y a du plaisir et que je dirais que les narrateurs, qui sont Michael Lonsdale et Jean-Noël Pic dans le film, finalement ne sont pas dupes de leur propre perversité. S'en régalent d'une certaine manière, en jouissent aussi, mais c'est aussi un film sur... ils sont à la fois jouisseurs et pathétiques. Et je pense qu'ils ne sont pas dupes de leur pathétisme, quoi. Ce qui les rend finalement assez attachants et drôles. Mais je trouve que c'est dans l'art du récit et dans l'art d'expérimenter le récit, pour moi vraiment Eustache est un immense maître, et peut-être plus particulièrement à travers ce film, double film. Et c'est des thèmes que l'on voit aussi dans son chef-d'œuvre qui est La maman et la putain. Je crois qu'il n'a pas été encore réédité en DVD. Il y a un problème de droit avec... Non, mais ça y est, c'est fini ce problème de droit. Ça y est, c'est fini, enfin. Ouais, le film ça fait 10 ans qu'on dit ça. Le film est ressorti l'année dernière, impeccablement en DVD restauré, en salle, mais je pense qu'il va ressortir en Blu-ray là, dans les semaines qui viennent. Et j'invite tout le monde à essayer de le trouver. Voilà, on passe à la 4e pile, qui est peut-être moins intéressante. J'ai fait une pile années 90 avec des auteurs, des réalisateurs un peu trash. Voilà. Aronofsky, Requiem for a Dream. Après, Aronofsky a fait d'autres choses. Mais je voulais plutôt cibler sur Larry Clark et le duo qu'ils ont formé sur Kids avec Harmony Korine. Et c'est en consultant ce site magnifique qui est la Cinétech que j'ai vu que Gummo était un film plébiscité par vous, Yann Gonzalez, mais aussi par beaucoup d'autres réalisateurs, ce qui m'a un peu étonné. Et pour faire aussi le lien, je me rappelle avoir mis sur Insta une photo de Gummo en disant voilà, on vient une nouveauté à la bibliothèque, une nouvelle acquisition Gummo, et c'était notre record de likes. Ah, wow. Et donc, ça veut dire que les nouvelles générations aussi adorent ce film. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre le secret, le mystère de ce film. Le mystère de ce film, je ne sais pas s'il y en a un, mais je ne suis pas très étonné qu'il plaise aux nouvelles générations, parce que c'est vraiment un film qui s'intéresse à des marginaux dans une petite bourgade dévastée par une tornade. Donc, c'est vraiment les rednecks américains... qui vraiment de miséreux, désargentés, qui vivent de rien, et cette jeunesse américaine un peu laissée pour compte, à laquelle Harmony Korine s'intéresse non pas sous forme de réappropriation culturelle, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, avec des films que je qualifie de pornographie misérabiliste, mais au contraire avec une empathie et une émotion permanente, quoi. Donc c'est ça qui, je trouve, le distingue de la dégueulasserie naturaliste d'aujourd'hui, quoi. C'est un film qui fait accéder un peu ces personnages de marginaux à la poésie, en fait. Ça, c'est vraiment très beau. C'est un film très généreux. Donner accès à la poésie. Non pas faire poésie
avec ces personnages, c'est où en les utilisant, mais faire poésie en faisant corps avec ces personnages en fait. D'ailleurs, Corinne tient lui-même un tout petit rôle et fait une petite apparition dans son film pour bien nous faire comprendre, et même si on le sent tout au long du film, qu'il fait partie de cette communauté aussi. Même s'il vient d'un milieu un tout petit peu plus privilégié, on sent qu'il y a que son cœur est avec eux, qu'il n'y a pas de regard surplombant, comme je peux le sentir parfois dans certains films de Bruno Dumont, par exemple. Là, chez Corinne, tout fait communauté, quoi, et c'est ça qui rend le film bouleversant. Et là aussi, c'est un film d'une poésie et d'une inventivité formelle constante qui joue avec les formats, il me semble qu'il y a des petits passages en vidéo, d'autres en pellicule. La majorité du film est tourné en pellicule, mais il y a des formats plus amateurs dans le film, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. C'est un film qui n'était pas très aimé à l'époque. Moi, j'étais critique de cinéma à ce moment-là. Et c'est un des tout premiers films sur lesquels j'ai écrit. Et vraiment, ça avait été un choc. J'avais à peu près l'âge des personnages quand je l'ai vu. Je crois que le film est sorti en 99, donc j'avais 22 ans. Donc un tout petit peu plus âgé que les personnages qui ont plus 16-17 ans. Mais j'ai eu un choc, comme j'ai eu un choc en voyant Kids de Larry Clark au Festival de Cannes. J'avais été très très frappé par ce film, même si c'est un film qui est plus problématique aussi, je trouve, aujourd'hui, qui a moins bien vieilli peut-être. Moi, j'étais bouleversé par ce film, et c'était en 95, j'avais 18 ans. Là, pour le coup, j'avais vraiment l'âge des personnages. Et quand je suis sorti de la salle, je vivais à Antibes, donc j'avais pu le voir dans la grande salle du Festival de Cannes, et je me souviens très bien, comme si c'était hier, d'un couple de personnes plus âgées qui disaient « Non, mais ce film est un scandale, ces personnages, ces gens n'existent pas. » C'était vraiment nier l'existence de toute une population marginale, qui, je pense, faisait peur aux notables cannois de l'époque, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais être confronté à ça m'a donné envie d'être encore plus virulent et plus courageux avec mes propres films. C'est vraiment des films qui donnent de la force et du courage politique. On arrive sur la fin de cette longue liste de DVD. Ah, il fallait parler de Brissot, alors. C'est ça. C'est ça. En fait... Jean-Claude Brissot, parce que tu as sorti le DVD de Noces Blanches, on va tout de suite enquiller là-dessus, avec Vanessa Paradis. Malheureusement, Jean-Claude Brissot, je trouve que c'est un cinéaste qui est victime de ce qu'il a pu faire subir à certaines actrices sur ses castings. Mais après, c'est quelqu'un qui est allé en prison pour ce qu'il a commis, et que du coup, ces films aujourd'hui sont un peu marginalisés, sont moins vus, alors que pour moi, c'est un des plus grands cinéastes français. C'est un cinéaste extraordinaire. Quand on regarde De bruit et de fureur, Un jeu brutal, ou même Noces Blanches, Céline, par exemple, que j'ai redécouvert très récemment, c'est des films qui, là aussi, font surgir le fantastique du naturalisme le plus dur, le plus documentaire. Et ce collage, ce carambolage entre le fantastique et le naturalisme, presque de manière mystique, produit des scènes absolument miraculeuses. Des moments de grâce qui ont été rarement atteints, je trouve, par le cinéma français. C'est un grand sensible, Brissot. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, son cinéma reste dans l'ombre de ses méfaits, quoi. C'est vraiment tragique. Donc j'espère qu'il sera réévalué dans un avenir proche, parce que c'est vraiment un des grands poètes, je dirais, du cinéma français contemporain. Et quand on dirige une actrice comme Vanessa Paradis, est-ce qu'on pense à Brissot ou Oui, parce que je pense que c'est... On en parle avec elle? Ouais, j'en ai parlé avec elle, mais c'est pas un sujet qu'elle aimait particulièrement aborder. Je pense que sa relation avec Brissot n'a pas été idyllique, qu'elle était très jeune à l'époque, je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans sur le plateau. C'est le film qui l'a fait connaître au cinéma. C'est le film qui l'a fait connaître, donc je pense qu'elle a traversé beaucoup d'émotions avec ce film. Je pense que ça a été aussi une grande aventure, avec tout ce que ça comporte de beauté et de
de drame, j'imagine. Enfin, de drame, je suis pas sûr d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'il soit passé quelque chose de particulier, mais ça n'a pas été facile, je pense, comme tournage. Mais je pense qu'elle est malgré tout fière du film et que c'est un très beau film, Noces blanches. C'est ça, ça n'a pas été facile. Et on reste là-dessus, peut-être pour finir, sur la direction d'acteur. Oui, là, c'est marrant, Nos Amours de Piala, dans les mains Nos Amours. Ouais, que j'ai redécouvert, que j'ai revu il y a quelques semaines. Donc j'en ai un souvenir assez. Après, c'est un film qu'on revoit toutes les semaines en général, non? Et j'ai vraiment été frappé. Le film est magnifique. C'est là aussi un portrait d'actrice. On parlait tout à l'heure de l'importance des visages, des portraits quand on fait un film. Et c'est vraiment une ode au visage, aux expressions, à la jeunesse de Sandrine Bonner. Donc c'est vraiment un chant d'amour dédié à Sandrine Bonner, ce film. C'est un chant d'amour et en même temps un chant brusque, un chant rude, un chant traversé de violences inouïes, un chant presque cathartique autour de la famille, de tout ce qui peut surgir de violence au sein de la cellule familiale. Et il y a des scènes d'une brutalité inouïe entre le frère, la sœur, la mère, le père. Tout fait violence dans le film. Donc c'est un film aujourd'hui qui est, je trouve, difficile à voir. Plein de raisons, parce qu'on sent que les acteurs subissent aussi cette violence de plein fouet sur le plateau. Et il y a des choses hyper troublantes. À un moment, il y a un regard presque caméra de Dominique Besnéard. On a l'impression qu'il réalise autour de la table avec la mère qui, je crois, saigne à ce moment-là. Oui, il y a eu un vrai coup, il me semble. Oui, on sent qu'il y a eu un vrai coup et que du coup, il regarde presque Piala. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrête? Et que du coup, on a l'impression que Piala a inventé presque un contre-champ de Sandrine Bonner pour répondre à ce regard presque suppliant de Dominique Besnéard. Donc c'est vraiment une espèce de chant contre chant ultra troublant, peut-être un des chants contre chants les plus troublants de l'histoire du cinéma français. Un petit mot sur Cyril Collard qui est autour de cette table aussi dans le film, il me semble. Il n'est pas autour de cette table. Dommage. Autour de cette... Mais il n'est pas à ce moment-là du film. Mais il n'est pas autour de cette table? Non, pas à ce moment-là. Mais, Calous? Si. Ah bon? Ok. Il est plutôt là à la fin quand le père revient en fait, mais c'est pas ce moment-là où la mère saigne. Bon, peu importe. Un petit mot sur Les Nuits Fauves qui a été quand même. Oui, ça a été un film assez fondateur dans ma cinéphilie. Et je dirais peut-être encore plus dans ma libération, dans mon processus de libération sexuelle que dans ma cinéphilie. J'ai revu le film récemment. C'est un film qui a plein de défauts, c'est un film qui est loin d'être parfait. C'est un film là aussi où il y a plein de problèmes aujourd'hui. Enfin, c'est un film compliqué à regarder par le prisme contemporain. Mais là aussi, c'est un film qui est traversé par des moments de grâce, de sincérité, de lyrisme que je trouve très, très, très beau. Même si ça reste un film très fragile, mais en tout cas, c'est un film qui m'a aidé à me construire. Et c'est un film que j'ai vu 3 ou 4 fois quand il est sorti au cinéma. C'était un des rares films à représenter l'homosexualité de manière libre, solaire, malgré le spectre du sida qui planait sur le film. C'est un film qui est sorti en 92-93, j'avais 15-16 ans, et voilà, ça a été un choc inouï. Et je pense que c'était aussi une manière de coming out pour moi, de dire que voilà, j'adorais ce film à mes parents et de leur faire comprendre que j'étais homo. Donc ça a été pour moi une sorte de manifeste par procuration, ce film. Donc très très important. C'est une période où j'écoutais beaucoup aussi Richard Bohringer à la radio. Richard Bohringer, alors sa fille Romane jouait dans encore l'amour d'une actrice. Voilà. Pour son actrice. Et c'est pour toutes ces raisons aussi que j'ai décidé de confier un des rôles principaux, enfin des rôles secondaires importants d'un couteau dans le cœur à Romane. Donc voilà, là aussi c'était une espèce d'hommage rendu à la fois aux Nuits Fauves et à Romane Bohringer, quoi. Pour info, Richard Bohringer, qu'est-ce qu'il faisait à la radio?
Il avait une émission C'est hebdomadaire C'est Beau une ville la la nuit. nuit. Ouais, c'est ça, c'est Beau une Ok, ville la comme nuit. le titre de son livre. Ouais. D'accord. Il passait de la musique, il parlait. Ah ouais, c'est avec sa voix grave. comme ça. Voilà, et je sais pas, j'étais assez envoûté Ah ouais. par la voix, les histoires, un peu de vieux baroudeur Ouais. de Richard Bohringer. Et je me souviens très bien de l'émission qui a suivi la mort de Cyril Collard. C'était un moment très, très poignant. Je crois que j'étais en vacances à ce moment-là, au ski. Et j'écoutais l'émission sur mon Walkman en direct, parce qu'il n'y avait pas de podcast à l'époque. Donc j'écoutais ça en direct à chaque fois. Je sais plus si c'était le vendredi soir ou le jeudi soir, aux alentours de 22-23 heures ou minuit peut-être. Et c'était des rendez-vous que je ne manquais pas, et j'avais l'impression d'être connecté d'une certaine manière par l'intermédiaire, l'entremise de Bohringer à Cyril Collard, que je considérais comme quelqu'un de très très important, à la fois dans ma vie, ma sexualité et ma cinéphilie. Et du coup, moi, je voulais juste soulever que c'était un panthéon très, très masculin. Mhm. Et je me demandais si tu avais aussi peut-être des références, des films de réalisatrices Ah ouais, bah ouais, qui évidemment, qui bien t'avaient... sûr. Parce bien qu'il sûr. y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de liens. Pour le coup, le lien que tu fais avec Cyril Collard, c'est des choses très proches, des sentiments très proches que j'ai pour le cinéma de Sciamma, pour le coup. Mhm. Et Par exemple, on va parler. J'ai vraiment très envie de parler du cinéma lesbien, qui pour moi est très important, au-delà du cinéma d'Ackerman, voilà, qui est évidemment exemplaire et magnifique. Mais il y a une cinéaste que j'adore et dont je découvre peu à peu la filmographie très très importante et très conséquente. C'est Barbara Hammer. Je ne sais pas si tu connais son oui, bien travail. sûr. Et là, récemment, j'ai découvert un de ces films qui n'est pas forcément un des films les plus connus, mais qui est un film accessible sur YouTube, qui s'appelle Audience, dans laquelle elle interroge en fait les spectatrices de ces films. Je crois que c'est au début des années 80. C'est un film qui date de 82-83. Et c'est un film documentaire absolument bouleversant sur... là aussi, on parlait de visage tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment une série de portraits et d'entretiens avec des spectatrices lesbiennes. Et c'est des visages que j'ai jamais vus ailleurs, en fait. Et c'est un film en noir et blanc, d'une 30aine de minutes. Donc, dans lequel Barbara Hammer, qui était donc une cinéaste expérimentale, underground, des années 60 à 2010, parce qu'elle est morte assez récemment, il y a 4 ans, je crois, en 2019. C'est une immense cinéaste, en fait. Et dans le film, elle apparaît devant la caméra, c'est l'intervieweuse, en fait, c'est prise de parole de toutes ces femmes autour de la question de la sexualité, de la représentation féminine au cinéma. Et on a vraiment l'impression que le cinéma de Barbara Hammer a ouvert une brèche à un moment où la représentation féminine, la représentation lesbienne était quasiment exclue des écrans. Et pour moi, c'était les films de Barbara Hammer, c'était à la fois des actes politiques, mais aussi des actes joyeux. Parce que c'est des films qui montraient une sexualité à la fois libérée, joyeuse, ludique. Et du coup, on voit à quel point cette joie envahit les spectatrices. Et cette contagion du bonheur et de la joie de se voir représentée pour la première fois peut-être à l'écran, ça donne des moments d'une émotion hyper intense, parce que ça se lit à travers les visages, à travers les prises de parole. C'est des prises de parole à la fois très spontanées et très articulées sur comment on représente la sexualité, l'apprentissage, comment on inculque à une époque où elle était marginalisée, la représentation lesbienne au cinéma, à l'image, comment on intègre ou non un public masculin à des séances de films lesbiens. Toutes ces questions absolument visionnaires sont posées par le film de manière pionnière. Et c'est
C'est magnifique. Donc j'invite tous les gens, tous les auditeurs, auditrices de ce podcast à découvrir Audience de Barbara Hammer qui est disponible sur YouTube. Mais évidemment, on pourrait parler de cinéastes, d'autrices, voilà, tout pendant un podcast tout aussi long. Voilà. Malheureusement, là, le choix était effectivement très masculin. Mais au panthéon de mes réalisateurs et réalisatrices préférés, il y a énormément de femmes. Voilà, que ce soit Ackerman, Barbara Hammer, Susan Pitt, qui a été une référence, même si elle a fait très peu de films. Mais voilà, Asparagus, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est un film qui a énormément compté pour moi. Et aujourd'hui, des cinéastes comme Patricia Mazui, par exemple, et Caroline Poggi, qui travaille avec Jonathan Vinel. Voilà, pour moi, c'est des personnalités très importantes du cinéma français. Mais voilà, la prochaine fois, il faudra effectivement veiller à faire une sélection un peu plus éclectique. Mais puis ce matin, tu parlais de Wittig et de ces images, et si je peux juste conseiller la lecture du Brouillon pour un dictionnaire pour amantes, qui est juste... Alors, j'ai pas lu Brouillon pour un... magnifique. J'ai lu seulement le corps lesbien, les guerrières et le Poponax, qui pour moi sont vraiment des sommets d'une nouvelle grammaire. C'est quelqu'un, Monique Wittig, qui a presque inventé l'écriture inclusive. En tout cas, le formalisme du genre, comment donner une nouvelle forme par la littérature au genre, comment ouvrir le genre à des possibilités infinies. Et ça, je pense qu'elle était trop visionnaire, trop pionnière aussi pour être acceptée par son époque, même si elle l'a été aux États-Unis, à l'étranger. Et c'est là où elle a immigré, en fait, où elle a vécu toute une partie de sa vie, la dernière partie de sa vie. Mais c'est là aussi, pour moi, Monique Wittig, c'est quelqu'un d'essentiel dans mon éducation, je dirais récente. Mon éducation littéraire, mon éducation transgressive, mon éducation sexuelle. Mais tu vois, je l'ai connue à 40 ans, Monique Wittig. Donc on continue d'apprendre à 40 ans et de découvrir des génies, des maîtres ou des maîtresses inspirantes. Et voilà, je crois que c'est pour ça qu'on vit aussi. Alors, merci beaucoup, Yann Gonzalez, pour cet entretien très franc du collier, très simple, très ludique aussi, comme Merci le à jeu vous. qu'on a fait ensemble avec les DVD. Merci à Kalous Tandalian de nous avoir aidé à avoir Yann Gonzalez aujourd'hui. Merci à Victoria. Et voilà, je veux juste finir en vous disant que ce soir, il y a une rétrospective à la Cinémathèque de vos 2 longs métrages, c'est ça ? Je crois que ce soir, il y a Il y en a seulement qu'un la seul. projection des Rencontres d'après minuit, il me semble, à 20h. D'accord. Qui date de 2013. Et puis voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci.